J'ai fait un test ADN pour m'amuser, mais la société m'a appelé le lendemain. Ils ont dit, nous devons vérifier cela en personne. J'ai demandé pourquoi. Ils ont répondu que mon ADN correspondait à une affaire d'enfant disparu de 1993. J'en ai parlé à ma mère. Elle s'est mise à pleurer. Tu n'étais pas censé le découvrir. Tu n'as pas été adopté? Nous t'avons trouvé. Tu étais dans notre allée avec une note disant « Fuis ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je pensais que ce serait drôle. Tout a commencé par une blague de mon petit frère, Miles, pour mon anniversaire. Il m'a tendu un kit ADN emballé dans du papier de soie avec un sourire malicieux, comme s'il venait de découvrir le feu. Voyons voir si tu es secrètement une viking, a-t-il dit. Ou peut-être une espionne russe. Dans tous les cas, le mérite me reviendra. Nous avons ri. Ma mère, Laura, a levé les yeux au ciel d'un air amusé. Mon père, Grant, a dit à Miles d'arrêter de me nourrir de théories du complot au petit déjeuner. C'était un de ces matins paisibles, le genre de matin qui vous donne l'impression que rien ne pourra jamais mal tourner. J'ai frotté l'écouvillon contre l'intérieur de ma joue, scellé l'enveloppe et l'ai déposé dans la boîte aux lettres en allant au travail. J'enseigne les sciences à des élèves de 5e année. J'ai toujours été du genre à aimer les réponses. J'aime les faits, les données, les preuves. L'idée d'en apprendre davantage sur mes ancêtres me paraissait amusante, un peu comme résoudre une énigme sans véritable conséquence. Je ne savais pas encore que l'énigme, c'était moi. Une semaine plus tard, par un mardi après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné alors que je corrigeais des copies. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Est-ce que je parle à Anne Blitt? La voix était calme, féminine et professionnelle. Oui. Ici le laboratoire Gentrace. Nous devons vérifier quelque chose concernant vos résultats ADN. En personne. En personne, ai-je répété. Pourquoi? Il y eut une pause. Puis la voix baissa légèrement, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende ce qu'elle s'apprêtait à dire. Votre ADN correspond à un dossier d'enfant disparu datant de 1993. Je me suis figé. Mon stylo m'a glissé des mains et a heurté le sol. Je me suis dit que ce devait être une erreur. Peut-être qu'ils avaient mélangé mon test. Peut-être quelqu'un avec le même nom, un bug informatique. Mais la femme ne semblait pas incertaine. Elle paraissait prudente, bien formée et sérieuse. Elle a continué, nous avons signalé cela comme une correspondance critique potentielle. Une enfant enlevée à son domicile dans le Nebraska. Les parents n'ont jamais cessé de chercher. Le profil est toujours actif dans la base de données nationale. Je suis restée assise, les yeux fixés sur les schémas de volcans plastifiés que mes élèves avaient dessinés au crayon, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Je n'étais pas portée disparue. Je n'avais pas été enlevée. J'avais vécu dans la même maison avec la même famille toute ma vie. J'étais en sécurité. J'étais aimée. Ce n'était pas mon histoire. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, je l'ai dit à ma mère. Nous étions dans la cuisine. Elle épluchait des carottes pour la soupe. Je l'ai dit nonchalamment au début, pensant qu'elle en rirait avec moi. Maman, il s'est passé un truc bizarre. La société de test ADN a appelé. Ils ont dit que je correspondais à une enfant disparue dans les années 90. Elle a lâché la carotte. Elle est tombée sur le sol avec un bruit sourd et léger, et tout son corps s'est immobilisé. Son visage a perdu toute sa couleur. Elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si elle voyait un fantôme. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle n'a pas ramassé la carotte. Elle s'est contentée de me fixer, les yeux grands ouverts, les lèvres serrées comme si elle essayait de retenir quelque chose. Puis, sa voix s'est brisée. Tu n'étais jamais censé le découvrir. Mon estomac s'est retourné. De quoi tu parles? Ai-je demandé. Découvrir quoi? Elle s'est appuyée au comptoir pour se stabiliser. Ses mains tremblaient. Elle paraissait si petite à ce moment-là, si fragile, comme si le poids de ce qu'elle portait était finalement devenu trop lourd. Tu n'as pas été adoptée, a-t-elle murmuré. Nous ne sommes pas passés par une agence. Il n'y avait pas de papier, pas de tribunal, pas de dossier. Je l'ai dévisagé. Alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a regardé comme si elle essayait de mémoriser mon visage. Nous t'avons trouvé, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de respirer. Vous m'avez trouvé, ai-je dit. Oh? Elle n'a pas scié. Sa voix s'est de nouveau brisée.
Tu as été laissé dans notre allée, au milieu de la nuit, enveloppé dans une couverture. Tu avais 6 mois. Et il y avait un mot. Il ne contenait qu'un seul mot. Elle prit une inspiration qui sembla douloureuse. Flea. Je m'appelle Anne Blitt. J'ai 29 ans. Je vis à Loveland, au Colorado, dans une maison de 2 chambres avec un jardin rempli de fleurs sauvages et un chien de refuge un peu débraillé nommé Clové. J'ai la même meilleure amie depuis le collège. Je fais du pain à la banane le dimanche et j'enseigne les sciences à des élèves de 5e année à l'école primaire Lincoln. Ma vie est simple, mais elle est pleine. C'est la mienne. Du moins, c'est ce que je croyais. En grandissant, j'ai eu le genre de famille que les gens envient. Ma mère, Laura, glissait des mots écrits à la main dans mon déjeuner et me préparait une tisane à la lavande quand j'avais une mauvaise journée. Mon père, Grant, est la raison pour laquelle je sais changer un pneu, calculer les intérêts composés et faire un feu de camp sous la pluie. Mon petit frère, Miles, a 4 ans de moins que moi, mais il se comporte comme s'il était l'aîné. C'est le drôle, l'audacieux, celui qui parle aux inconnus et chante trop fort dans la voiture. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions proches. Nous avions nos blagues et nos soirées cinéma. Quand je m'écorchais les genoux, ma mère les embrassait. Quand j'ai excellé à mes examens d'entrée à l'université, mon père a encadré le relevé de notes. Je ne me suis jamais senti à part. Je n'avais aucune raison de remettre en question quoi que ce soit sur qui j'étais. Mon acte de naissance indiquait Laura et Grant Blitt. Mes photos de bébé étaient sur toutes les étagères. Mon enfance était remplie de souvenirs qui semblaient solides et réels. Des voyages en camping au parc national des Montagnes Rocheuses, des expos-sciences, des matins de Noël en pyjama assortis. Alors, quand Miles m'a offert le kit ADN pour mon anniversaire, je n'ai pas hésité. C'était un cadeau original, une activité amusante à faire ensemble. On blaguait sur qui pourrait avoir des gènes de Néandertal. J'ai frotté l'écouvillon contre ma joue et l'ai posté. Je n'avais pas l'impression d'ouvrir une porte. C'était juste un jouet. Quelques jours plus tard, nous étions assis autour de la table de la cuisine, à manger des gaufres et à débattre pour savoir si Pluton devait encore être considéré comme une planète. Miles faisait défiler son téléphone et a dit « Tu penses qu'ils vont découvrir que tu descends d'une ancienne famille royale ?» J'ai ri. Je me contenterai d'être juste un peu intéressante. Maman a souri depuis la cuisinière. « Tu seras intéressante quoi que dise ton ADN. » Papa a grogné derrière son journal. Tant que ça ne nous dit pas qu'elle est de la famille de politiciens, ça nous va. Nous avons tous ri. C'était un matin normal. Je ne savais pas que c'était le dernier matin avant que tout ne change. Même maintenant, je repense à quel point tout était ordinaire. Les tasses sur la table, l'odeur du sirop d'érable, le grincement des pieds de chaise contre le bois. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, pas d'avertissement. Juste un appel téléphonique qui a tout fait voler en éclats. Après avoir dit à ma mère ce que la société d'ADN avait annoncé, elle s'est effondrée si vite que j'ai à peine pu la reconnaître. Je l'avais toujours vue comme une personne douce mais forte, le genre de personne qui porte la douleur des autres sans montrer de fissure. Mais cette nuit-là, elle s'est écroulée devant moi. Nous sommes restés assises dans la cuisine pendant des heures, sans dire grand-chose. Elle a préparé un thé qu'elle n'a jamais bu. J'ai posé la même question de 3 manières différentes, essayant de lui donner un sens. « Vous m'avez trouvé ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle n'a pas osé me regarder dans les yeux en répondant. « Ton père et moi avons été réveillés par un bruit sur le porche. On pensait que c'était des ratons laveurs. Ce n'était pas le cas. C'était toi. » Elle a dit que j'étais enveloppé dans une couverture en flanelle jaune. Je portais une grenouillère rose et je pleurais doucement. Il y avait un mot épinglé sur le tissu. Un seul mot, Flea. Mon père a appelé la police. Ils sont venus, ont pris des photos, ont recueilli le mot, mais il n'y avait aucun signalement de bébé disparu, aucun témoin, aucune voiture vue. Personne ne s'est manifesté. Finalement, l'affaire a été classée sans suite. Et mes parents, si je peux encore les appeler ainsi, se sont retrouvés face à une décision. Ils ne l'avaient pas prévu. Ils ne m'avaient pas volé, mais ils m'ont gardé. Ils ne m'ont jamais adopté légalement parce qu'il n'y avait personne de qui m'adopter. Pas de dossier, pas de famille, juste moi, apparaissant comme un fantôme dans la nuit. Ma mère a dit qu'elle a continué d'attendre que quelqu'un frappe à la porte. La première semaine, elle n'a pas dormi. Elle me gardait dans ses bras à chaque seconde. Elle était terrifiée que je disparaisse aussi vite que j'étais apparu. Mais personne n'est jamais venu. La police a dit que ça pouvait être un bébé abandonné, un dépôt illégal, peut-être une mère adolescente effrayée, ou pire.
Ils n'avaient pas de réponse et ont finalement cessé de poser des questions. Ma mère et mon père, non. Au lieu de cela, ils m'ont donné un nom, une maison, une famille. Ils m'ont élevé comme si j'étais la leur, car pour eux, je l'étais. Pendant 29 ans, c'était mon histoire. J'étais leur fille. Point final. Pas de note de bas de page, pas d'ombre. Mais maintenant, cette histoire se fissurait. Maintenant, il y avait des questions que je ne pouvais pas ignorer. Maintenant, il y avait une femme à l'autre bout du fil qui disait que je pourrais être quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que je ne savais pas si je voulais connaître la vérité ou si je pouvais vivre sans. Le lendemain matin, j'ai rappelé le numéro. J'avais besoin de l'entendre à nouveau. J'avais besoin de la preuve que je n'avais pas mal entendu, que je ne sombrais pas dans une rêverie absurde construite sur un appel manqué et un souvenir brisé. Laboratoire Gentras, Dr Kelsey Ardent à l'appareil. Sa voix était la même, calme, neutre, mais pas froide. Ici Anne Blitt, ai-je dit. Vous m'avez appelé hier au sujet d'une correspondance ADN. J'ai attendu qu'elle se rétracte, qu'elle dise que c'était une fausse alerte, que le système avait un bug ou que le dossier de quelqu'un d'autre avait été ouvert par erreur, mais elle ne l'a pas fait. Oui, mademoiselle Blitt, merci d'avoir appelé. J'aimerais vous parler de votre profil en personne. Cette correspondance est liée à un cas signalé dans notre base de données de partenariat médico-légal. C'est très sensible. Nous vous demandons de venir à notre bureau de Denver. Un cas? Quel genre de cas? Il y eut une pause, puis sa voix baissa légèrement. Un signalement d'enfant disparu. L'enfant a disparu en 1993, à l'âge de 6 mois. Je ne savais pas quoi dire. Je fixai la tasse de café dans ma main, celle qui disait « prof la plus passable du monde », et sentis mon estomac se retourner. Je ne suis pas une personne disparue, ai-je dit. Je n'ai jamais été porté disparu. Je comprends que cela puisse être un choc. Nous ne disons pas que c'est votre cas, seulement que votre ADN a produit une correspondance directe avec des parents biologiques inscrits dans le système national. Nous aimerions vérifier cette correspondance sous supervision avant que d'autres mesures ne soient prises. J'ai accepté de venir. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise. Mes mains étaient froides. Ma tête tournait. Je savais que je devais en parler à quelqu'un, mais je n'étais pas prête à retourner voir ma mère. Je n'étais pas sûre de ce qu'elle pourrait même me dire. Elle l'avait déjà dit. Tu n'as pas été adopté. Nous t'avons trouvé. Je ne savais pas comment digérer cette phrase. Comment peut-on simplement être trouvé? Comme un sac à dos. Comme un chien errant. Comme un secret que quelqu'un voulait enterrer. J'ai appelé Miles. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Salut sœurette, alors, tu as découvert si tu es de la royauté? Sa voix était enjouée, mais je ne pouvais pas lui rendre l'appareil. Ma voix s'est brisée en prononçant son nom. Anne? Son ton a changé instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois te dire quelque chose. C'est sérieux. Je lui ai tout raconté sur l'appel, sur la correspondance, sur le bébé de 1993, sur le mot épinglé à ma couverture. Il est resté silencieux un long moment. Finalement, il a dit, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Tu n'es pas adopté. Trouvé dans notre allée. Ça n'a aucun sens. Rien de tout ça n'a de sens. Il a pris une profonde inspiration. J'arrive. 10 minutes plus tard, il est entré dans ma maison sans frapper. Il s'est laissé tomber sur le canapé, les coudes sur les genoux, et m'a fixé. Alors, cette société d'ADN, a-t-il dit, il pense que tu es ce bébé qui a disparu il y a 3 décennies. Ils ne pensent pas. Ils ont dit que mon ADN est une correspondance directe avec les parents, et maman a confirmé. Que je n'ai pas été adopté. Elle a dit qu'ils m'avaient trouvé, qu'ils avaient appelé la police. Mais comme personne ne s'est manifesté, ils m'ont gardé. Il n'a rien dit. Sa mâchoire s'est crispée. Et maintenant, a-t-il demandé. J'ai un rendez-vous à Denver. Ils veulent vérifier la correspondance. Il a hoché lentement la tête. Tu n'iras pas seul. Je m'attendais à ce qu'il proteste, qu'il panique, qu'il me dise de ne pas y aller, mais il attrapait déjà sa veste. Nous y sommes allés en voiture le lendemain matin. Le silence entre nous était épais, mais pas tendu. C'était comme si nous essayions tous les deux de nous accrocher à la version de la vie que nous connaissions avant qu'elle ne s'échappe complètement. Le bâtiment de Gentras ressemblait plus à une banque qu'à un laboratoire, moderne, vitré, clinique. Le docteur Ardent nous a accueillis dans le hall. Elle avait la quarantaine, peut-être le début de la cinquantaine. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Ses mains étaient immobiles.
Elle parlait avec la précision de quelqu'un qui avait déjà annoncé des nouvelles dévastatrices. Nous l'avons suivie dans une petite pièce avec 2 chaises, un écran et un dossier sur la table. Elle a tout expliqué clairement. En 1993, une petite fille nommée Aria Fenwick a été enlevée de son domicile à Lincoln, au Nebraska. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune demande de rançon. Ses parents n'ont jamais cessé de chercher. Leur ADN est resté dans le registre fédéral des personnes disparues pendant plus de 25 ans. Elle a ouvert le dossier et m'a tendu une photo. Un bébé, des yeux sombres, un visage rond, enveloppé dans une couverture en flanelle jaune. J'avais cette couverture dans mon coffre à souvenirs. Ma mère m'avait toujours dit que c'était mon premier cadeau, qu'elle l'avait gardé parce que j'adorais sa texture. J'ai senti ma gorge se serrer. Nous avons comparé votre échantillon à 3 bases de données, a poursuivi le docteur Ardan. Vous êtes une correspondance biologique directe avec Monica et Jude Fenwick. Une certitude de 99,9%. Miles s'est penché en avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le docteur Ardan n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle m'a demandé si je voulais initier le contact. Ils sont encore en vie? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. Ils n'ont jamais cessé d'espérer que vous seriez retrouvés. J'ai senti la pièce tanguer. J'ai pensé à la femme qui m'a élevé, qui m'embrassait le front quand j'avais de la fièvre. J'ai pensé à cette autre femme qui attendait dans un autre état, se demandant si sa fille était morte ou vivante. Les 2 histoires ne pouvaient pas être vraies. Et pourtant, d'une certaine manière, elle l'était. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais une chose avec certitude. Ma vie ne redeviendrait jamais ce qu'elle était avant cet appel téléphonique. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé sur le dos dans le noir, à fixer le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Le silence dans la pièce n'était pas réconfortant. Il était étouffant. Mon monde s'était fracturé. Tout ce que je savais sur qui j'étais avait commencé à se dissoudre. Je n'étais plus seulement Anne Blitt, professeure de sciences, fille, sœur. J'étais aussi Aria Fenwick, le bébé qui avait disparu de son berceau au Nebraska 29 ans plus tôt. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la femme sur cette photo, Monica Fenwick, ma mère biologique. Quelque part, elle avait attendu, regardant chaque anniversaire passé, se demandant, espérant, pleurant quelqu'un qui n'était jamais vraiment mort. Je ne pouvais pas non plus m'empêcher de penser à la femme qui m'a élevé, Laura. Les mains qui tressaient mes cheveux, la voix qui apaisait mes cauchemars. Elle n'était pas parfaite, mais elle était la mienne. Et maintenant, je devais faire face à la possibilité qu'elle ait fait un choix qui avait volé l'enfant de quelqu'un d'autre. Au matin, mon esprit n'était pas plus clair. Mais ma décision était prise. Je devais tout savoir. Je devais rencontrer les gens dont je venais. Pas parce que j'étais prête. Je ne l'étais pas. Mais parce qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Miles m'a ramené au laboratoire. Il était silencieux mais présent. Chaque fois que je regardais vers lui, il me regardait déjà. Il ne m'a pas demandé si j'étais sûr. Il le savait. Le docteur Ardan nous a de nouveau accueillis, cette fois dans une pièce plus petite avec un grand écran mural. Elle s'est assise en face de moi et a joint les mains. Nous avons parlé à Monica et Jude, a-t-elle dit. Ils ont été informés de la correspondance. Ils ont demandé à vous parler. Sans pression. Nous mettrons fin à l'appel à tout moment si cela devient trop difficile. J'ai hoché la tête. Mes mains étaient froides. Je les ai pressées entre mes genoux pour qu'elles arrêtent de trembler. Elle a cliqué sur quelques touches et l'écran s'est allumé. Le visage d'une femme est apparu en premier. Monica. Elle avait l'air fatiguée mais alerte, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des années mais refusait de fermer les yeux. Ses cheveux étaient sombres, striés de gris. Ses yeux étaient exactement comme les miens. Elle a couvert sa bouche à la seconde où elle m'a vu. Ses épaules tremblaient, et elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis un homme est apparu derrière elle. Jude. Sa mâchoire était serrée, comme celle de Miles. Ses yeux étaient rouges, mais il n'a pas pleuré. Il s'est contenté de regarder, figé, comme s'il avait peur de cligner des yeux. Aucun d'eux n'a parlé tout de suite. Moi non plus. Puis Monica s'est penchée plus près, presque comme si elle essayait de toucher l'écran. Vos yeux, a-t-elle dit doucement. Ils n'ont pas changé. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Je ne savais pas si je flottais ou si je me noyais. Le docteur Ardan a guidé la conversation avec douceur. Anne, voici Monica et Jude Fenwick. Ce sont vos parents biologiques. Monica a essuyé ses larmes et a souri,
même si ses mains tremblaient. Vous n'avez rien à dire. Je voulais juste vous voir. J'ai imaginé ce moment depuis si longtemps. Et vous ressemblez tellement à votre grand-mère. Elle était belle, elle aussi. Jude a finalement parlé. Sa voix était calme mais ferme. Nous ne voulons rien vous prendre. Nous voulons juste savoir que vous êtes en sécurité, que vous êtes heureuse. Nous avons vécu dans la même maison toutes ces années au cas où vous reviendriez. Nous n'avons jamais changé de numéro, jamais changé d'adresse. Nous avons laissé la lumière du Porsche allumée toutes les nuits. Je ne savais pas comment répondre. Je ne pouvais pas détacher mon regard d'eux, mais mon cœur battait la chamade. Je suis désolé, ai-je dit, sans savoir à qui je m'excusais. Je ne savais pas, rien de tout ça n'a de sens. Monica a hoché la tête. Bien sûr que non. Mais nous sommes là, et nous n'irons nulle part. L'appel a pris fin après 20 minutes. Le docteur Ardan m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, mais je n'en étais pas sûr. Miles nous a ramenés en silence. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé ma mère assise à la table de la cuisine. Elle n'avait pas bougé depuis la veille. La même tasse de thé intacte était posée à côté d'elle. Elle a levé les yeux vers moi, le regard plein d'effroi. « Tu leur as parlé ?» J'ai hoché la tête. Elle a tendu la main vers moi. Je me suis reculé. « J'ai besoin que tu me dises tout, ai-je dit. Commence par le début. Sans mensonge. » Ses mains sont retombées sur ses genoux. « Je n'ai jamais voulu te mentir, a-t-elle dit. Mais j'avais peur. » Peur de quoi? Peur que quelqu'un vienne te reprendre. Je me suis assise en face d'elle. Mon cœur était lourd. J'étais en colère, mais je voyais aussi à quel point elle était brisée. Elle m'a tout raconté sur la nuit où ils m'ont trouvé, sur le mot, sur l'enquête de police, sur la façon dont, avec le temps, le silence leur a fait croire que j'étais peut-être destiné à être à eux. Je sais que c'était mal, a-t-elle dit, de ne rien leur dire, mais je ne pouvais pas te laisser partir. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal pendant des heures. Je ne savais pas encore comment pardonner, mais je savais que je ne voulais pas la haïr. Je savais aussi que je voulais connaître Monica et Jude. Pas comme des étrangers, mais comme des personnes qui m'avaient attendu, qui n'avaient jamais cessé de chercher. Je n'appartenais plus à une seule famille. J'appartenais à deux. Et il était temps d'arrêter de fuir cette vérité. 2 semaines après l'appel vidéo, j'ai pris l'avion pour le Nebraska. Monica et Jude avaient proposé de venir me voir, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'y aller. J'avais besoin de voir l'endroit où tout a commencé, où tout a été pris, et peut-être où quelque chose pourrait être rendu. Miles a insisté pour me conduire à l'aéroport. En arrivant au terminal, il s'est garé au lieu de me déposer. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé. « Non, mais j'y vais. » Il a hoché la tête. « Bien. C'est ce que tu fais quand tu as peur. Tu y vas quand même. » Il a sorti un papier plié de sa veste. « Au cas où tu oublierais qui tu es. » C'était une photo de nous à 10 et 6 ans, couverts de boue, tenant des grenouilles et souriant comme des fous. C'est maman qui avait pris cette photo. Je ne savais pas comment lui expliquer à quel point cela signifiait qu'il voyait mes 2 facettes et ne me demandait pas de choisir. Quand j'ai atterri, Monica et Jude attendaient près de la restitution des bagages. Ils n'ont pas couru vers moi. Ils n'ont pas pleuré. Ils sont simplement restés là, prudents, ouverts et silencieux, jusqu'à ce que je marche vers eux. Monica s'est avancée la première. « Bonjour, Anne » a-t-elle dit. Ou Aria, ou le nom que tu préfères. « Anne, c'est bien » ai-je dit. « C'est qui j'ai été. » Elle a hoché la tête. « C'est un plaisir de te rencontrer, Anne. » Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Jude non plus. Nous semblions tous savoir que c'était trop tôt, trop fragile. Mais en montant dans la voiture, j'ai vu la main de Monica s'étendre depuis le siège avant et se poser sur la console centrale, à mi-chemin entre nous. Je ne l'ai pas prise, mais je n'ai pas détourné le regard. Leur maison était petite et chaleureuse, à la même adresse que dans le dossier. Rien n'avait changé à l'extérieur. Et quand nous sommes entrés, c'était comme entrer dans le passé. Des photos de bébés bordaient la cheminée. Un berceau était rangé dans un coin de la chambre d'amis. Une couverture rose soigneusement pliée dessus. Monica m'a vu regarder. On ne pouvait rien jeter. On avait l'impression que si on le faisait, on te disait adieu. Et on n'a jamais voulu te dire adieu. Ils ont préparé le dîner, des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate. Apparemment, c'était mon plat préféré quand j'étais bébé. Je ne m'en souvenais pas, mais je l'ai mangé quand même. Nous nous sommes assis à table, parlant avec précaution. Ils m'ont posé des questions sur ma vie, mon travail, mon chien. Ils ont ri de mes histoires sur Miles et mes élèves.
Je leur ai aussi posé des questions sur leur vie. Ils étaient gentils, mais je sentais qu'ils étaient restés figés dans le temps, attendant un avenir qui n'est jamais arrivé, jusqu'à maintenant. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon. L'air semblait plus lourd. Il y a quelque chose que nous voulons te montrer, a dit Jude. Il a sorti une boîte et l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait le rapport de police original, des coupures de journaux, des prospectus, la couverture et le mot. J'avais vu des photocopies du laboratoire, mais voir les originaux était différent. Le papier était jauni, usé. Un seul mot, écrit à la hâte à l'encre noire, fuis. Nous ne savons pas qui l'a écrit, a dit Monica. Nous ne l'avons jamais découvert, mais la police pense que c'était quelqu'un qui tenait à toi, quelqu'un qui voulait que tu sois en sécurité. Peut-être que la personne qui t'a prise n'est pas celle qui t'a laissé. J'ai pris le mot et l'ai tourné dans mes mains. Mon esprit s'emballait. Était-ce ma mère biologique? Un voisin? Quelqu'un qui avait vu quelque chose et ne savait pas comment le signaler? Il n'y avait pas de réponse dans cette boîte, seulement des morceaux. Mais un morceau comptait plus que tous les autres. Monica a sorti une photographie. Elle avait été prise à l'hôpital le jour de ma naissance. Son visage était plus jeune, mais sa forme était la mienne. Ses cheveux bouclés aux pointes, comme les miens en étaient. Dans ses bras, un tout petit bébé, moi. Mon bracelet d'identification disait « Aria Fenwick, 24 juillet 1993 ». J'ai pris la photo. Ma main tremblait. « C'est bien toi », a dit Monica, non pas comme une révélation, mais comme une vérité dont elle n'avait jamais douté. Nous n'avons pas parlé pendant un moment après ça. Nous étions juste tous les trois assis dans cette pièce silencieuse, entourés par près de 30 ans de perte et d'espoir. Finalement, je me suis levé. J'ai marché vers Monica, et cette fois, j'ai tendu la main vers elle. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement attiré dans le genre d'étreinte que seule une mère peut donner. Serrée, pleine de souffle, de chagrin et de joie tout à la fois. Jude nous a rejoints. Ses bras nous ont encerclés tous les deux. Pendant un instant, j'étais au centre d'une famille que je n'avais jamais connue. Pourtant, d'une certaine manière, cela semblait réel. Ça n'effaçait pas les années. Ça n'annulait pas la douleur, mais ça créait quelque chose de nouveau, un pont. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai appelé ma mère. Laura a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut. Est-ce que ça va ?» « Oui, ai-je dit, je crois que oui. » Et pour la première fois depuis des semaines, je le pensais vraiment. Quand je suis rentré du Nebraska, rien n'avait l'air différent, mais tout semblait différent. Les murs de ma maison étaient les mêmes. Ma salle de classe était toujours couverte de modèles du système solaire et de paillettes d'une expérience scientifique ratée. Chloé m'a accueilli à la porte comme toujours, mais j'avais changé. Je n'étais plus seulement Anne Blitt. J'étais aussi Aria Fenwick. Et d'une manière ou d'une autre, je devais apprendre à vivre en étant les deux. J'ai commencé une thérapie une semaine plus tard. Ma conseillère, Sarah, m'a posé une question lors de notre première séance qui m'a prise au dépourvu. Elle a dit « Qui êtes-vous si vous arrêtez d'essayer de protéger les sentiments de tout le monde ?» Cette question m'est restée. Pendant si longtemps, je m'étais inquiété de blesser ma mère, de trahir les gens qui m'ont élevé, de submerger les gens qui m'attendaient. Mais je ne m'étais jamais arrêté pour penser à ce dont j'avais besoin, à ce que je voulais faire de la vérité. J'ai continué à rendre visite à Monica et Jude. Au début, juste des appels téléphoniques et de courtes visites le week-end, puis des voyages plus longs. J'ai marché dans le parc où ils m'emmenaient quand j'étais bébé. Je me suis assise sur le banc de l'église où ils organisaient des veillées pour moi chaque année à mon anniversaire. J'ai vu l'album de souvenirs qu'ils faisaient après chaque fête célébrée sans moi. Laissant toujours un espace vide intitulé « Page d'Aria » au cas où je rentrerais un jour à la maison. Cela m'a brisé le cœur et l'a guéri en même temps. J'ai aussi passé plus de temps avec ma mère et mon père, les parents qui m'ont trouvé, qui m'ont élevé, qui m'ont aimé même quand leur amour était né de la peur. Je ne leur ai pas pardonné du jour au lendemain. Il y avait des choses que je remettais encore en question, des choses que j'avais du mal à accepter, mais je pouvais voir leur douleur et je pouvais voir leur amour. Aucun des deux n'avait été faux. Un après-midi, j'étais assise dans le jardin avec ma mère. Chloé dormait à nos pieds, et le vent soufflait doucement dans les arbres. Elle m'a regardé et a dit « Est-ce que tu me détestes ?» « Non, ai-je répondu. Mais je crois que j'ai besoin que tu sois différente maintenant. J'ai besoin que tu arrêtes de prétendre que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. » Elle a hoché la tête, les yeux pleins de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. « Je sais. J'essaie. » C'était suffisant pour moi, du moins à ce moment-là. Miles est resté mon point d'ancrage.
Quand les choses semblaient trop grandes, il me rappelait qui j'étais avant tout ça. C'est lui qui a plaisanté en disant qu'il méritait une partie du crédit pour avoir résolu un mystère vieux de 30 ans en m'achetant un kit ADN en solde. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui ai dû l'ouvrir. C'est moi qui ai dû être prête à voir ce qui allait suivre. Personne ne m'a forcé à faire ce pas, et ça compte. Quelques mois plus tard, Monica m'a donné une lettre qu'elle avait écrite la semaine après ma disparition. Elle ne l'avait jamais envoyée. Elle était pliée au fond d'un tiroir, à côté de bracelets d'hôpital et de photos d'échographie. Elle disait, « Si jamais tu lis ceci, je veux que tu saches que ta vie compte. Que tu te souviennes de moi ou non, que tu m'aimes ou non, je serai toujours ta mère. Tu n'es pas perdu. Tu es aimé. » J'ai pleuré en la lisant. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était humain. Il n'y a pas de fin nette à cette histoire. Personne ne s'en est sorti avec toutes les réponses. Nous n'avons jamais découvert qui m'a laissé sur ce porche. Nous n'avons jamais appris ce qui s'est passé entre le moment où j'ai été enlevé et le moment où je suis arrivé au Colorado. Certains chapitres resteront toujours vierges. Mais toutes les histoires n'ont pas besoin d'être complètes pour être significatives. Je sais qui je suis maintenant. Je suis Anne. Je suis Aria. Je suis une enseignante, une fille, une sœur. J'appartiens à plus d'un passé. J'appartiens à plus d'une famille. Et cela ne me rend pas brisé. Cela me rend entière d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il y a encore des jours où le poids de tout cela me surprend. Une chanson familière, une odeur dans l'air, une photo rangée dans un tiroir. Mais alors je me souviens que j'ai survécu à une vérité plus grande que je n'ai jamais demandée. Et au lieu de la laisser m'écraser, je la laisse me façonner. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un de plus courageux qu'avant, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne fuit pas la vérité. Et quand mes élèves me demandent d'où je viens, je souris et je dis, c'est une longue histoire, mais elle est belle. Parce qu'elle l'est. Même avec la douleur, même avec les questions, c'est une belle histoire, et c'est la mienne. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, merci. Ce fut le chapitre le plus personnel, le plus déroutant et étrangement le plus beau de ma vie. Je l'ai partagé parce que je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression que quelque chose manque, qu'il y a une question à laquelle personne ne veut répondre. Peut-être que cela donnera à quelqu'un d'autre le courage de commencer à chercher. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous et j'adorerais avoir de vos nouvelles. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui vont au-delà des gros titres, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore tellement de choses à venir et j'adorerais que vous soyez là pour ça. Merci de votre écoute. Restez curieux.